Bonjour tout le monde, merci d'être là. Merci de participer à cette table ronde qui porte sur le thème suivant de 2022 à 2024, qu'annoncent les résultats des élections de mi-mandat. Donc, vous le savez, il y a eu des élections de mi-mandat mardi. On ne connaît pas encore tous les résultats des élections, mais on a déjà de bons indices de ce que ces élections, ces résultats réservent pour les deux partis. Il semble que les républicains seront en mesure d'élire une majorité à la Chambre des représentants. Courte majorité, pas la vague rouge à laquelle certains candidats républicains, des directeurs de campagne républicains s'attendaient, mais bon, quand même une victoire républicaine à la Chambre. Au Sénat, ce n'est pas encore décidé parce qu'il y a encore 3 États où on ne connaît pas tout à fait les résultats. En fait, non, 2 États où on ne connaît pas encore les résultats finaux. On sait qu'en Georgie, il y aura vraisemblablement un 2e tour de vote le 6 décembre prochain pour déterminer qui de Herschel Walker, le républicain, ou Raphaël Warnock, le démocrate, sera le prochain sénateur de la Georgie pour les 6 prochaines années. Mais il y a 2 États où on ne connaît pas encore les résultats. Ça va prendre encore quelques jours avant qu'on sache qui a gagné au Nevada et en Arizona. Il est possible que les démocrates gardent la majorité au Sénat. Je pense que les pronostiqueurs estiment que c'est le scénario le plus probable à ce moment-ci. On verra, mais on pourra se demander aujourd'hui comment on explique ces résultats, quels étaient les enjeux finalement importants de ces élections, maintenant qu'on a les résultats ou la plupart d'entre eux devant les yeux. Quelles seront les conséquences aussi de ces résultats pour le président Biden, pour la politique étrangère des États-Unis? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aussi au Canada? On va se poser la question. Et on va jeter un regard sur ce qui s'en vient. On est à quelques 725 jours, je pense, de la prochaine élection, l'élection présidentielle de 2024. On a déjà hâte, je compte déjà les dodos. Et il y a quand même eu des résultats intéressants pour certaines candidatures à surveiller des deux côtés, du côté démocrate, du côté républicain, en vue de la présidentielle, ou du moins pour commencer des primaires des deux partis qui viseront à choisir les candidats à la générale, à la présidentielle de 2024. Donc, on va aborder tout ça. On a du pain sur la planche. On va essayer de voir jusqu'où on peut se rendre avec les thèmes qu'on a abordés. Et à un moment donné aussi, durant la table ronde, on vous permettra de poser des questions. Vous pouvez commencer à y penser. Il y a un micro ici, donc vous pourrez utiliser le micro pour poser vos questions. Je vous présente, avant que l'on commence la discussion, nos 4 panélistes d'aujourd'hui. Andréane Bissonnette, Vincent Boucher, Victor Bardou-Bourgeois et Mathilde Bourgeon. Mathilde Bourgeon, qui sont tous et toutes chercheurs en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul d'Endurant. Ils et elles ont terminé leur thèse de doctorat ou sont en voie de terminer leur thèse de doctorat, tous et toutes sur la politique américaine. Andréane est spécialiste des questions de santé reproductive, de santé, le débat sur l'avortement aux États-Unis. On en a beaucoup parlé dans ce scrutin. Et on va se demander jusqu'à quel point cet enjeu était important et a peut-être aidé un parti à sauver la mise dans certains États clés, mais même de façon générale, là, comment cet enjeu a joué et peut-être donner un certain avantage au Parti démocrate. On se demandera ça. Vincent Boucher est un spécialiste de la politique étrangère des États-Unis. Il a publié de nombreux ouvrages et articles sur la question. Et toutes les personnes que vous voyez aussi donnent des cours sur la politique américaine. Vincent, Andréane, tout le monde donne des cours sur la politique américaine ou des séances de cours sur la politique américaine. Vincent enseigne, je ne sais plus cette session-ci, mais au moins un cours sur le système politique des États-Unis à Bishops, je pense. Là, je perds le fil. Vous direz ce que vous faites, mais simplement pour dire que vous enseignez la politique américaine dans plusieurs universités, dont l'UQAM et autres. Victor Bardou-Bourgeois est en train de préparer une thèse sur la droite américaine, l'extrême droite américaine et les mouvements conspirationnistes aux États-Unis. Et sur le conservatisme, le mouvement alt-right, si je peux m'exprimer ainsi, et comment cette droite se déploie en ligne sur les médias sociaux, dans les forums de joueurs de jeux vidéo et autres. Donc, il va nous parler de l'avenir de ces théories du complot sur les fraudes électorales majeures, l'avenir du trumpisme. Donc, merci Victor d'être là. Et Mathilde prépare une thèse sur l'effet des changements climatiques sur les mouvements migratoires. Donc, elle travaille notamment sur la région du sud-ouest américain, a surveillé ce qui se passe au Texas. Et on les remercie tous et toutes d'être là. Je pense qu'on va avoir du fun et je suis très content d'animer la séance d'aujourd'hui. Sans plus tarder, j'aimerais qu'on commence par parler des résultats. Vincent, je commencerai avec toi.
Beaucoup de pronostiqueurs et d'observateurs, d'observatrices s'attendaient, en tout cas du côté républicain, on le souhaitait, à une red wave, une vague républicaine. Il semble que cette vague-là ne se soit pas produite. Comment on explique ça, Vincent? Merci, Frédéric. D'abord, je vais être un peu plate. Je n'ai pas de réponse définitive encore à ce grand mystère, mais j'ai quand même quelques pistes de réflexion intéressantes, je pense, à vous soumettre. Et on a entendu parler là, au courant des dernières semaines et des derniers mois du fait que le parti du président est toujours désavantagé dans les élections de mi-mandat, qu'il tend à perdre une moyenne importante de sièges à la Chambre des représentants, environ 26 depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et on s'attendait à au moins une défaite de cette ampleur-là pour les démocrates à la Chambre des représentants. Et là, ce que l'on constate, c'est que les républicains, s'ils ont la majorité, ce qui semble être le cas, ce sera une mince majorité. Une mince majorité qui ressemblera peut-être à la mince majorité dont les démocrates disposaient avant le scrutin de mi-mandat. Et ça m'amène à souligner un élément qu'on a peut-être un peu négligé. C'est le fait que pour perdre des sièges, le parti du président doit avoir des sièges à perdre. Et ce que je veux dire par là, c'est que dans l'élection de 2020, les démocrates ont perdu des sièges par rapport à ce qu'ils avaient suite à l'élection de 2018. Donc, on est passé de 233 à 222 pour ce qui est de la majorité à la Chambre des représentants. Et souvent, on constate dans des élections présidentielles un sursaut dans la participation qui est favorable au président et aux élus de son parti. Donc, on voit une élection importante à la Chambre des représentants des élus du parti du président et un déclin ensuite dans la participation dans les mi-mandats qui est défavorable au parti du président. Et là où je veux en venir, c'est qu'avec 222 sièges, dont environ 19 dans des circonscriptions où M. Biden avait remporté par moins de 5 %, il y avait un nombre relativement limité de circonscriptions à perdre pour le Parti démocrate, comparativement, par exemple, à 2010, où le Parti démocrate disposait, après l'élection présidentielle de 2008, d'une majorité supérieure à 250 sièges. Et les démocrates avaient perdu 63 sièges lors des mi-mandats de 2010. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour perdre des sièges, il faut avoir des sièges à perdre, et les démocrates en avaient relativement peu avec leur mince majorité. Donc, une carte électorale qui désavantageait peut-être un petit peu le Parti républicain parce qu'effectivement, il y a moins de lieux où le Parti républicain pouvait faire des gains comparativement à ce qu'on avait observé en 2010 ou en 2018 quand Trump était au pouvoir. J'ai nommé Trump. Victor, une des explications des faibles gains républicains à la Chambre des représentants et des faibles gains du Parti républicain de façon générale mardi, une des explications est de dire que le Parti républicain avait de mauvaises candidatures peut-être dans certaines élections clés de ces midterms de 2022. Et on a notamment parlé de candidatures d'election deniers ou des candidats républicains qui, comme Trump, nient encore que Trump a perdu l'élection de 2020 ou qui disent encore qu'il y a une fraude électorale majeure, ce qui n'a jamais été prouvé, mais en 2020. Quel a été le résultat pour ces election deniers mardi? Est-ce qu'ils ont connu une bonne soirée ou pas? Et qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir de ces candidatures-là pour la suite? Oui, bien, je vais être un peu le porteur de mauvaises nouvelles, mais je dirais qu'en général, les election deniers aux États-Unis ont connu une bonne soirée. C'est important de mettre un peu la table là-dessus puis de le rappeler, c'est qu'au sein du Parti républicain, à la ligne de départ, avant le début des midterms, c'était plus difficile de trouver les candidatures qui n'étaient pas ouvertement des election deniers, ou du moins qui ne semet pas le doute sur la véracité du scrutin aux élections de 2020. Donc, vous aviez au départ un alignement, si on peut dire, de candidats et de candidates qui étaient majoritairement dans le camp des election deniers ou des négationnistes électoraux, dans la langue de Molière. Pour vous donner le topo, c'est-à-dire au départ, à la ligne de départ, on avait à peu près, juste au Congrès des États-Unis à Washington, on avait 291 candidatures qu'on pouvait identifier comme des négationnistes électoraux. À l'heure actuelle, parce que toutes les courses ne sont pas terminées, ce sont 169 de ces candidatures-là qui ont remporté leurs élections, qui vont siéger soit à titre de sénateurs, sénatrices ou de candidats et candidates. Le plus inquiétant encore, c'est quand on creuse un peu ce chiffre-là, qu'on rentre dans le nombre.
de ces candidatures-là, vous en avez 12 qui ont témoigné ouvertement leur support pour des groupes d'extrême droite américaine, donc des milices souvent armées, que ce soit les Proud Boys ou les Oath Keepers, qui ont fait les manchettes, notamment lors de la prise d'assaut du Capitole des États-Unis. Mais aussi, vous avez, encore une fois, dans ce nombre-là, vous avez 8 autres candidatures qui, elles, ont carrément épousé ou ont même participé à des événements de la mouvance QAnon. Donc, pour les chanceux qui ne savent pas c'est quoi QAnon, c'est une mouvance conspirationniste d'extrême droite américaine qui prétend que les démocrates font partie d'une cabale de pédosatanistes qui capturent des enfants pour s'abreuver de leur sang et rester jeunes. Toujours très dur de conserver un poker face en présentant ça, mais bon, tout ça, ce qui est important de conserver à l'esprit, c'est qu'au final, vous avez mardi soir 13,4 millions d'Américains qui ont voté pour des candidatures qu'on pourrait qualifier d'election deniers, mais aussi d'extrémistes. Et ce qui, moi, ma perception de la chose, mon évaluation, c'est que on a pu devant nous un phénomène qui est marginal. C'est-à-dire que vous avez maintenant, au sein même d'un des principaux partis politiques aux États-Unis, vous avez une faction du Parti républicain qui est, du moins, flirt avec des groupes d'extrême droite et reproduit leurs discours et les amplifie sur la scène nationale. Aussi, c'est particulièrement problématique parce que, comme Frédéric l'a dit en entrée de jeu, la majorité des républicains à la Chambre des représentants, elle risque d'être très mince. Et donc, ce qui fait en sorte que les élus beaucoup plus radicaux, beaucoup plus extrémistes, vont avoir peut-être un plus grand poids sur les décisions que les législateurs du Parti républicain vont prendre lors des sessions législatives des 2 prochaines années parce qu'ils auront besoin de leur vote pour pouvoir mettre de l'avant leur agenda législatif. Donc, j'aimerais pas être à la place, par exemple, de Kevin McCarthy, qui risque probablement d'être le speaker de la Chambre des représentants, mais qui devra composer avec des candidatures comme Marjorie Taylor Greene ou Paul Gosar de l'Arizona, qui pourront parfois être le vote décisif sur des projets législatifs. Bon, peut-être sur une petite lueur d'espoir, là, je ne vais pas vous quitter avec un prognostic complètement sombre, mais il y a quand même des candidatures qui ont perdu leurs élections et qui se présentaient à des postes très importants pour le déroulement des élections de 2024. On pense notamment à des postes de gouverneur en Pennsylvanie, au Michigan et au Wisconsin qui restent démocrates ou sont devenus démocrates. Et donc, les risques, ça vient complexifier un peu la tâche du Parti républicain si on chercherait, par exemple, à contester des résultats électoraux dans ces États pivots lors des prochains scrutins. On attend aussi des résultats de secrétaire d'État en Arizona, qui sera aussi un État pivot lors des prochaines élections. Mais donc, une petite lueur d'espoir en ce lendemain d'élection. Et dans certaines régions américaines, les election deniers ont moins bien fait, notamment à des élections clés. On peut penser à la Pennsylvanie où Mehmet Oz, le candidat sénatorial républicain, a perdu contre John Fetterman. Dans le Midwest, là, ça a été difficile pour les election deniers. Si on exclut J.D. Vance, peut-être en Ohio, parmi les élections clés là, qu'on surveillait. Si on regarde ce qui s'est produit dans le Midwest, les démocrates ont quand même bien fait. Ils ont connu une bonne soirée en Pennsylvanie, au Wisconsin, au Michigan. Et il y a une autre région dont les démocrates nous parlent souvent depuis quelques cycles électoraux, et c'est le Sud-Ouest. On a parlé de l'Arizona, on a parlé du Nevada, mais les démocrates avaient aussi, depuis quelques cycles électoraux, l'œil sur un autre État qui est le Texas. Et on a peut-être moins parlé du Texas dans ces élections-là, mais il y avait une course importante au poste de gouverneur qui opposait le républicain Greg Abbott à quelqu'un dont on a beaucoup entendu parler au cours des derniers cycles électoraux, Beto O'Rourke, un démocrate qui a tenté sa chance à la présidentielle, aux primaires démocrates de 2020, l'élection sénatoriale 2 ans auparavant, si je me souviens bien, et qui tentait sa chance au poste de gouverneur. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette élection-là? Et de façon plus générale, est-ce que les résultats de mardi permettent de croire à ce rêve démocrate de faire tourner le Texas au bleu un jour, Mathilde? Oh, ça me demande beaucoup d'efforts prévisionnels. Je ne vais peut-être pas répondre là-dessus parce qu'après ça... Oui, c'est ça. Quelle année? Combien de pourcentage?
Mais écoute, mardi soir, ce qui s'est passé, c'est que Beto O'Rourke a perdu pour la 3e fois en 4 ans. Il a perdu une course importante pour sa carrière politique, ce qui n'est pas évident pour lui, ce qui n'est pas évident pour le Parti démocrate non plus. Il y a eu beaucoup d'experts qui se sont dit que c'était peut-être la fin de sa carrière, d'autres qui disent qu'au contraire, faut pas se laisser abattre, puis que peut-être que sa carrière politique va se transformer à Beto O'Rourke, peut-être qu'il sera plus... le candidat star, un petit peu la nouvelle star du Parti démocrate, ça sera peut-être la fin de ce pendant de cette carrière, mais il peut se renouveler, on a bon espoir qu'il continue à être très présent dans les campagnes démocrates au Texas, que ce soit en qualité de directeur de campagne, peut-être responsable du financement, etc., de la levée de fonds. Donc, tout n'est pas fini pour Beto O'Rourke. Puis c'est quelqu'un de visiblement très persévérant. Donc peut-être qu'on le reverra encore d'autres fois pour des élections. Mais ce qui est, même si c'était une défaite assez importante pour lui, parce que lorsqu'il s'était présenté contre Ted Cruz, il avait quand même remporté 32 comtés. Là, mardi, il a remporté 19 comtés. Donc c'est quand même une défaite importante pour lui. Mais ce qui est très bon signe pour le Parti démocrate, et ce dont on s'inquiétait vraiment, c'est qu'il a quand même conservé beaucoup de comtés frontaliers, notamment de la région du Rio Grande. Donc ça, c'est quand même très bon signe, parce qu'on s'inquiétait vraiment qu'il y ait peut-être un avantage républicain dans cette région-là, qui est une région à majorité latina. Donc c'était très important de conserver le vote de la population latina pour les démocrates, et c'est visiblement ce qui a été fait. Puis pour plein d'autres raisons aussi, c'est que le vote latino, on en parle de plus en plus, c'est de plus en plus important. C'est pas un vote du tout uniforme, c'est pas un package deal, la population. Rapidement sur ça, est-ce que de façon générale, il y a des avancées ou un recul pour le Parti démocrate auprès des électeurs et électrices latino-latina mardi? Il y a des avancées, il y a aussi des avancées du côté républicain. En fait, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit de manière générale, de plus en plus la population latina est représentée aussi, ne serait-ce que du côté des candidats. On en a de plus en plus. Chez les républicains, il y en avait 33 candidats, donc c'est quand même une belle progression, parce que c'est 9% des élus qui sont de la population latina contre 19% de la population américaine. Donc on est vraiment sur une progression, à la fois en termes d'électeurs et aussi en termes d'élus. Donc on est sur une belle progression dans les deux partis, dans le paysage politique américain de manière générale. Donc pour répondre à ça, pour revenir à ta question du début, oui, peut-être qu'un jour le Texas sera bleu, mais contrairement à ce que Vincent essaie de me faire dire, je n'ai pas d'année. La prochaine conférence. Merci. Et je sais qu'Andréane a beaucoup écrit aussi sur les électeurs et électrices latino-latina. Donc, si elle veut ajouter des éléments d'information, je l'invite à le faire. Mais je veux aussi lui poser une question sur un enjeu dont on a beaucoup parlé durant ce cycle électoral, et c'est l'avortement. Évidemment, pour des raisons évidentes, en raison de la décision de la Cour suprême de juin, qui a mené au renversement du jugement Roe v. Wade de 1973. Andréane pourra nous donner un petit peu plus de contexte là-dessus. Mais je commencerai, Andréane, en donnant quelques chiffres sur les enjeux qui étaient déterminants mardi. Si on se fie, il faut prendre ça avec... faut pas trop accorder d'importance à ça, mais quand même, c'est un élément intéressant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'on appelle les sondages aux sorties des urnes. Donc, les sondages aux sorties des urnes, les données sont disponibles sur le site de CNN notamment. Donc, les gens vont voter, et à la sortie des urnes, on leur pose toutes sortes de questions sur leurs impressions, quels sont les candidats qu'ils préfèrent, le parti qu'ils préfèrent, est-ce qu'ils aiment Biden ou pas. Il faut faire attention à ça, parce que c'est moins révélateur de l'opinion du moment lors des élections qu'avant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui votent par la poste maintenant. Donc, il faut faire attention à ça. C'est peut-être moins révélateur de l'humeur générale de l'électorat, parce que maintenant, il y a beaucoup de gens qui votent par la poste, beaucoup de démocrates votent par la poste, et on ne peut pas les attraper au passage aux sorties des urnes pour qu'ils répondent à ces questions-là. Mais quand même, ces sondages-là démontrent que les enjeux les plus importants de l'élection étaient dans l'ordre l'inflation, pour 31 % d'Américains et Américaines. Parmi eux, 71 % ont voté républicain. Et le deuxième enjeu en importance, selon ces sondages aux sorties des urnes, c'était l'avortement. 27 % d'Américains et Américaines ont dit « c'est l'enjeu le plus important pour moi ». Quel a été, Andréane, l'effet de cet enjeu-là sur les élections de façon générale,
courses clés, mais aussi des questions référendaires qu'il y avait sur les bulletins de vote de certains États mardi. Je pense que même s'il faut prendre les sondages aux sorties des urnes avec des pincettes, il y a quand même l'enjeu de l'avortement a été déterminant dans certaines courses, dans des États où il y avait des propositions référendaires, mais aussi dans des États où ce n'était pas une question qui était directement sur le bulletin de vote, mais que l'issue des courses, en fait, pouvait avoir un impact sur le droit à l'avortement dans cet État-là. Donc, si on se rapporte dans le temps, donc à juin, le 24 juin dernier, donc la Cour suprême a renversé la décision de Roe v. Wade dans sa décision de Dobbs. Et à ce moment-là, l'avortement a vraiment connu là, une explosion en termes d'importance au niveau des élections de mi-mandat. Rapidement, on a vu les démocrates prendre cet enjeu-là et faire campagne quasi exclusivement dans certains États sur la question de l'avortement, sur l'importance des courses, sur la protection du droit à l'avortement. À un point tel que dans les dernières semaines, on a eu de l'autre côté des élus démocrates qui disaient, en fait, la stratégie démocrate est peut-être pas bonne. On aurait dû plus se concentrer justement sur l'inflation. On peut nommer à ce sujet Bernie Sanders qui remettait en cause là, ce focus sur le droit à l'avortement. Mais ce qu'on voit en fait à l'issue des courses, c'est que ça a été un enjeu qui a été important et qui a permis aux démocrates de maintenir des sièges, de remporter également des sièges. Et à ce niveau-là, je dirais donc d'une part du côté gouverneur et d'autre part du côté des référendums. Donc d'abord, sur le plan des courses au gouverneur, on a vu au Michigan le droit à l'avortement, si au niveau national, c'était le deuxième enjeu, au Michigan, à la sortie des urnes, c'était le premier enjeu. Donc la majorité des électeurs disaient l'enjeu le plus important, c'est le droit à l'avortement. Et dans cet État-là, ça l'a donné un souffle à la campagne de Gretchen Whitmer, qui a été réélue gouverneur de l'État. On avait également au même moment une proposition référendaire au Michigan qui voulait enchasser dans la Constitution de l'État un droit à l'avortement. Et cette proposition-là a passé à 56 % des voix. Donc, on a à la fois un maintien d'un poste de gouverneur démocrate et une reconnaissance et une protection du droit à l'avortement au Michigan, qui géographiquement, si on regarde la carte des États-Unis, est dans le Midwest et peut être un État là, où des femmes de d'autres États plus restrictifs sur lesquels ces femmes-là pourront s'appuyer pour maintenir un droit à l'avortement si elles sont en mesure de se déplacer. De l'autre côté, en Pennsylvanie aussi, c'était un enjeu qui était central. En fait, c'était le premier enjeu qui était mentionné. Et à ce niveau-là aussi, on a eu un maintien d'un gouverneur démocrate. Et c'est important en Pennsylvanie parce que la législature est à majorité républicaine et essaye depuis plusieurs années de pousser des lois restrictives en matière d'accès à l'avortement. Et l'ancien gouverneur, qui est également démocrate, mettait son veto, donc bloquait ces propositions de loi. Et c'est ce qu'on s'attend également de Shapiro, donc il continuera à poser son veto. Pour aller en boucle également, au Kansas, la gouverneure démocrate a été réélue. Donc, on avait un référendum cet été sur le droit à l'avortement. Encore une fois, c'est quelque chose qui a été très présent dans son discours. Et ça pourrait jouer aussi en Arizona, où on attend toujours les résultats, mais le droit à l'avortement était aussi un enjeu de la course au niveau de gouverneur dans l'État de l'Arizona. Et de l'autre côté, on avait 5 États qui se penchaient plus directement sur le droit à l'avortement, donc où, sur le bulletin de vote, il y avait une question référendaire sur le droit à l'avortement. Donc, j'ai déjà mentionné le Michigan. Il y avait également la Californie et le Vermont qui ont voté en faveur d'enchasser le droit à l'avortement dans la Constitution de l'État. Donc, ce n'est pas une interprétation de la Constitution, c'est vraiment un article maintenant qui dit qu'il y a un droit à l'avortement. Donc, on s'y attendait du côté de la Californie et du Vermont. Ce n'était pas vraiment une surprise que ça passe. Là où c'est surprenant, en fait, c'est du côté du Kentucky et du Montana. Donc, dans ces deux États-là, c'était des propositions qui, en fait, visaient à restreindre le droit à l'avortement. Au Kentucky, de façon très directe, on voulait que la Constitution de l'État ait un article qui dit « Cette Constitution ne protège pas le droit à l'avortement » et ça a été rejeté à 52 %. Et au Montana, on a également rejeté à 52 % une proposition qui aurait restreint davantage le droit à l'avortement. C'est étonnant parce que ce sont deux États qui, autrement, votent majoritairement républicains. Et au Kentucky, lorsqu'on regarde le pourcentage par lequel Rand Paul a été réélu versus le pourcentage d'appui pour la protection du droit à l'avortement, en fait, on voit que ce n'est pas juste un enjeu démocrate et que chez les républicains, on a beaucoup moins un bloc homogène qui n'est pas, en fait, représenté par le discours qu'on a sur la scène nationale, qui est beaucoup plus extrême sur le droit à l'avortement. Donc, pour conclure, c'est un enjeu qui a été déterminant et je pense que même si les sondages à la sortie des urnes, c'est pas
une science exacte, c'est quand même un enjeu là, qui a été important dans plusieurs courses et dans plusieurs courses clés qui a favorisé le Parti démocrate. Et c'est intéressant, sur le site du Washington Post, il y a une autre analyse qui peut illustrer l'importance de cet enjeu-là. C'est une analyse du taux de participation aux élections de mardi. Ce qu'on pense, pour l'instant, on n'a pas encore tous les chiffres, mais on pense que le taux de participation aux élections de mardi a été inférieur à celui des midterms de 2018, où 50 environ des personnes éligibles à voter avaient voté. Donc, c'est 50 des électeurs éligibles qui avaient voté en 2018. On pense qu'à l'échelle du pays, on n'atteindra pas ça cette année, mais il y a une douzaine d'États où on a dépassé la participation électorale de 2018. Et plusieurs de ces États-là sont des États qu'Andréane vient de nommer, le Michigan, la Pennsylvanie, la Californie. Et tu as nommé l'Arizona ou le Nevada? L'Arizona, mais de toute façon, Nevada et Arizona sont deux États où on dépasse le taux de participation de 2018. Évidemment, il n'y a pas juste l'avortement qui explique pourquoi la participation électorale a été forte dans ces États-là, mais ça a sans doute contribué à inciter des électrices, des électeurs progressistes ou intéressés par ces questions-là à se rendre aux urnes dans ces États clés de l'élection. Oui, puis sur CNN aussi, il y avait en parallèle le nombre de gens qui ont voté dans le cadre des élections, des questions référendaires versus le taux de participation. Et dans certains États, comme au Michigan, on avait là, un nombre aussi plus élevé de votes pour les propositions référendaires. Donc, il y a vraiment des États où la corrélation est très, très directe et illustrée par des chiffres aussi. Merci beaucoup. Ça clôt le premier tour de table qui portait un petit peu plus sur les résultats. Maintenant, on va regarder vers l'avant et on va se demander ce que ces résultats veulent dire pour la société américaine, pour la politique étrangère des États-Unis et pour le président Biden en particulier. Je commencerai avec Vincent, en fait. J'ai envie de te demander, bon, chambre républicaine, semble-t-il, peut-être un Sénat démocrate ou républicain, mais bon, sachant ce qu'on sait aujourd'hui, qu'est-ce que ces résultats veulent dire pour le climat politique à Washington et pour les 2 prochaines années de la présidence Biden? Bien, dans l'immédiat, ça veut dire que la fenêtre d'opportunité pour Biden et les démocrates de légiférer se referme très, très rapidement si les républicains reprennent le contrôle d'une des 2 chambres du Congrès. Il faut quand même se rappeler que le Congrès qui a été élu mardi va entrer en fonction le 3 janvier prochain. Donc, les élus qui ont été élus en 2020 vont servir jusqu'au 3 janvier prochain à midi. Et ça, ce que ça signifie, c'est que présentement, la majorité démocrate, elle demeure à la Chambre des représentants et on peut utiliser ce laps de temps, ce qu'on appelle une session parlementaire canard boiteux, là, dans le jargon américain, lame duck session, pour tenter de régler des dossiers qui pourraient poser problème au moment où les républicains vont assumer le contrôle de la Chambre des représentants. Je pense notamment à des questions budgétaires. On doit toujours adopter un budget pour l'année fiscale 2023. À la fin septembre dernier, on a adopté une résolution pour reconduire les niveaux de dépenses de l'année fiscale 2022. Et cette résolution, elle est valide jusqu'au 16 décembre prochain. Et à ce moment-là, on va devoir adopter une nouvelle résolution. Sinon, on va se retrouver devant une situation où on pourrait faire face à une fermeture partielle du gouvernement fédéral, ces fameux shutdowns qui affectent directement ce qu'on appelle les dépenses discrétionnaires, donc non les dépenses obligatoires du gouvernement fédéral. Et si on n'arrive pas avant le 16 décembre à adopter un budget pour l'année complète, fiscale 2023, c'est-à-dire jusqu'en septembre, à la fin septembre 2023, ça veut dire qu'on va devoir renégocier avec les républicains au courant de l'année qui s'en vient pour arriver à une entente budgétaire, ce qui implique potentiellement des coupes importantes qui devront être consenties du côté des démocrates dans le budget du gouvernement fédéral sur des programmes spécifiques qui sont chers aux démocrates. On s'est beaucoup vanté à la Maison-Blanche de Biden et chez les démocrates au Congrès des bienfaits qui découlent du fameux Inflation Reduction Act. Mais il ne serait pas surprenant de voir les républicains demander peut-être qu'on abroge certaines dispositions de cette loi afin de donner leur consentement à un budget pour l'année fiscale qui s'en vient, aussi pour l'année fiscale 2024, parce que là, on va devoir négocier avec les républicains pour adopter ce budget. Et autre élément important qui a directement à voir avec le processus législatif, c'est la fameuse question du plafond de la dette fédérale, qui est un enjeu pas nécessairement très, très sexy, là, qui ne fait pas toujours les manchettes, mais au début de l'année prochaine,
on va atteindre la limite, en fait, de la dette fédérale américaine qui est fixée par une loi qui est adoptée par le Congrès américain. En fait, c'est le Trésor américain qui gère le plafond de la dette, mais on doit obtenir l'autorisation de la législature pour relever le plafond de la dette fédérale. Actuellement, là, j'ai noté le chiffre parce que c'est quand même impressionnant. Là. Le plafond de la dette fédérale, c'est 31 400 milliards de dollars américains. Et on va atteindre ce plafond-là au courant des premiers mois de 2023. Et il y a eu, dans l'histoire récente, notamment durant la présidence de Barack Obama, des batailles épiques entre républicains et démocrates sur cette question-là. Ça avait notamment mis en branle un processus de négociation qui s'était étiré sur plusieurs mois en 2011 et qui avait mené à une décision conjointe des démocrates et des républicains d'autoriser des coupes automatiques de la taille du budget du gouvernement fédéral, notamment en matière de défense. Et on risque de voir un phénomène similaire se reproduire avec la majorité républicaine mince, bien entendu, comme soulignait Victor, qui prendra le pouvoir à la Chambre des représentants en janvier prochain. Donc, si j'ai à résumer la question, là, c'est vraiment le processus législatif, incluant le processus budgétaire, qui va potentiellement être paralysé ou peut-être pris en otage par les républicains pour obtenir des concessions de la part des démocrates à la Maison-Blanche et au Sénat s'ils conservent la majorité. La lutte, en fait, la loi sur la lutte contre l'inflation à laquelle tu viens de faire référence est constituée de mesures importantes sur le prix des médicaments, notamment. Il y avait des investissements fédéraux pour réduire le prix des médicaments pour les personnes âgées notamment, et aussi des mesures importantes en matière de lutte au changement climatique et d'investissement dans les énergies renouvelables. Donc, ça ne veut pas dire que le plan Biden se retrouve dans le DALO automatiquement et qu'il doit abandonner tout, mais effectivement, les républicains estimaient que ces mesures-là étaient du gaspillage de fonds publics et vont engager un bras de fer avec Biden, comme Vincent l'a bien expliqué, pour forcer Biden à abandonner certaines de ses promesses d'investissement pour ces mesures-là. Donc, ça aura des effets sur la santé. Je sais qu'Andréane va nous en parler aussi. Ça peut avoir des effets sur le programme vert, la révolution verte que Biden a promise. Et je sais que Biden a aussi promis, comme bien d'autres avant lui, une réforme en matière d'immigration, Mathilde. Je ne sais pas si tu vas aborder la querelle entre les républicains et les démocrates qu'il pourrait y avoir à Washington là-dessus. Mais je sais, si je regarde les résultats de mardi, qu'il y a quand même eu des élections importantes à des postes de gouverneurs dans 3 États directement concernés par la frontière américano-mexicaine et les mouvements migratoires à cette frontière, le Texas, l'Arizona, la Floride. Donc, comment ces courses au poste de gouverneur dans les 3 États que j'ai mentionnés peuvent affecter le débat sur les politiques migratoires américaines? Et est-ce que les résultats des élections dans ces États sont une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent une réforme, des mesures moins restrictives, des mesures plus progressistes? Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses? Mais pour l'instant, plutôt des mauvaises nouvelles, en fait, pour ceux qui souhaitent une réforme, parce que si on regarde le Texas, c'est Greg Abbott qui a remporté la course au poste de gouverneur. Donc, il a déjà annoncé qu'il allait continuer sa pratique de busing, c'est-à-dire de déplacer les migrants non documentés, les demandeurs d'asile, surtout, qui se présentent au Texas et les envoyer vers des régions plus démocrates. Donc ça, il va continuer à le faire. Il l'a déjà annoncé. DeSantis en Floride continue aussi à affréter des vols vers le reste des États-Unis avec à son bord des migrants également. Donc de ce côté-là, que des mauvaises nouvelles malheureusement. C'est des politiques très, très restrictives en matière d'immigration, très xénophobes aussi et discriminantes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'Arizona encore. On n'a pas fini de compter les voix en Arizona. Je dois avouer que si c'est Madame Lake, Carrie Lake qui passe gouverneur de l'Arizona, c'est une très mauvaise nouvelle encore une fois pour la réforme de l'immigration. Elle a déjà annoncé qu'elle serait prête à déclarer une invasion de l'Arizona en soutenant que les migrants non documentés se présentant à la frontière étaient une puissance étrangère prête à envahir les États-Unis et l'Arizona particulièrement. Elle a aussi annoncé qu'elle s'opposerait et qu'elle poserait le veto à tout vote de budget qui ne comprendrait pas une prolongation du mur frontalier.
entre les États-Unis et le Mexique. Donc, elle est vraiment en train de s'orienter vers des politiques migratoires et des politiques de gestion frontalière extrêmement drastiques. On retrouve Donald Trump dans son discours à ce niveau-là. Donc plutôt des mauvaises nouvelles si elle est élue également. Il y a aussi la question au niveau du fédéral, au niveau du Congrès. C'est sûr que les républicains, en ce qui a trait à la réforme de l'immigration, bon, déjà c'est une réforme, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de la réforme de l'immigration aux États-Unis, mais c'est sûr que dans leur campagne, l'un des points qui est centraux, c'est de lutter contre l'immigration non documentée, de la réduire, ce qui s'oppose un peu à la réforme qui aurait plus comme objectif de naturaliser ces gens-là, ou en tout cas de leur donner une voie vers la régularisation puis la naturalisation, si possible. Donc beaucoup d'obstacles à ce niveau-là. Puis pour finir, on n'en a pas parlé, mais on en parlait avec Andréane tantôt. Il y a eu un référendum au Massachusetts sur un projet de... En fait, sur une loi qui avait été proposée qui visait à offrir des permis de conduire de l'État du Massachusetts aux migrants non documentés. Puis il y avait un référendum qui visait justement à retirer cette loi-là, mais ça n'est pas passé. Les gens ont voté majorité non. Donc la loi sera conservée. Puis ça concerne à peu près... Il y a 200 000 immigrants non documentés à peu près là-bas. Puis je pense que j'avais les chiffres, c'est ça, c'est environ 45 000 à 85 000 personnes qui bénéficieraient d'un permis de conduire grâce à cette loi-là dans les 3 prochaines années. Donc ça au moins, c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Merci Mathilde. Andréane, je regardais encore les chiffres des sondages aux sorties des urnes. Le mot inflation peut vouloir dire bien des choses. Il y a des gens qui disent, aux États-Unis comme au Canada et au Québec d'ailleurs, la bouffe coûte plus cher, l'essence coûte plus cher. Mais ce qu'on entend beaucoup aux États-Unis, c'est que les soins de santé coûtent plus cher, les garderies coûtent plus cher. Donc, l'inflation touche aussi à des mesures en santé, des mesures sociales extrêmement importantes. Et je me demandais qu'est-ce que ces résultats veulent dire pour les programmes sociaux, les programmes de Biden en matière de santé. Lui qui avait promis d'élargir un petit peu la couverture d'assurance santé des Américains et Américaines grâce à des investissements fédéraux additionnels. On avait parlé d'offrir aussi des congés parentaux aux Américains et Américaines qui deviennent parents. On avait parlé d'un programme de maternelle universel soutenu par le fédéral. Donc, des programmes ambitieux en matière de santé et le prix de l'insuline, le prix des médicaments, des investissements aussi pour aider les gens de ce côté-là dans un contexte d'inflation qui fait mal aux Américains et Américaines. Donc là, la Chambre des représentants sera républicaine. Qu'en est-il de l'avenir de ces mesures-là en santé, en matière d'aide sociale, si je peux m'exprimer ainsi, programmes sociaux? Oui, c'est vraiment une bonne question parce qu'on voit que c'est un des enjeux sur lesquels il y aura peut-être possibilité de discussion bipartisane sur certains aspects très limité, mais quand même, on prend le positif là où il est. Mais effectivement, donc c'est un enjeu qui est très problématique. Et tout dernièrement, la Kaiser Foundation a sorti des données sur le taux d'endettement de la population aux États-Unis, donc en matière de soins de santé. Et même les Américains et Américaines qui ont une couverture d'assurance ont des dettes en matière de santé. Donc c'est vraiment un enjeu qui est problématique dans un contexte d'inflation, mais également à l'extérieur de ce contexte d'inflation-là. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le Parti républicain a très peu de chair autour de l'os en matière de politique de santé. C'est-à-dire que dans les dernières années, leur politique de santé, c'était proposer de renverser l'Obamacare. Et une fois que cette promesse-là ou ce programme-là n'est plus vraiment d'actualité suite aux élections de mi-mandat de 2018, en fait, il n'y a pas vraiment d'autre chose qui a été rajoutée autour de... pour élargir la proposition en santé du côté du Parti républicain. Un des projets qui est proposé, qui pourrait rejoindre certaines priorités de Biden, c'est la question de l'augmentation de la télémédecine, donc l'accessibilité de la télémédecine. Et on sait que Biden voulait augmenter l'accès à Internet dans les milieux ruraux. Pas moyen d'avoir télémédecine si on n'a pas accès à Internet. Donc, est-ce qu'il va y avoir une discussion sur cet enjeu-là pour faire avancer les deux au même moment? C'est pas impossible puisque l'un nécessite l'autre. Également, et dans un ouvrage que Frédéric a co-dirigé qui paraîtra prochainement, j'ai écrit un chapitre sur la question de l'importation des médicaments. Donc, cette idée qui a de plus en plus de traction aux États-Unis de dire, bien, pour diminuer le coût des médicaments aux États-Unis, on va importer nos médicaments d'un autre pays qui aura préalablement négocié avec les compagnies pharmaceutiques pour avoir un coût intéressant.
On passe ici au Canada, du côté des États-Unis, donc bénéficier du fait que le programme canadien est un programme qui est centralisé et ce qui permet de diminuer les coûts. Et ça a été un programme qui a connu une traction bipartisane beaucoup plus importante. Sous l'administration Trump, on avait vraiment repris cet enjeu-là. Ron DeSantis, c'est un des enjeux également avec d'autres élus de la Floride qui portent vraiment haut et fort. Et l'administration Biden a une ouverture à cette idée-là d'importation de médicaments qui viennent de l'étranger. De l'autre côté, pour revenir sur l'aspect que tu mentionnais sur les congés de parentalité, c'est pas impossible de voir des discussions sur cet enjeu-là aussi parce que suite au renversement de Roe v. Wade, on a vu que du côté républicain, on martelait donc une volonté de restreindre le droit à l'avortement. Et en voyant que ce n'était pas populaire auprès de l'opinion publique, on a tenté d'adoucir cette proposition-là en disant, oui, on pourrait avoir de l'ouverture sur des programmes de congés de parentalité, parce que si on se dit pro-vie, entre guillemets, il faut qu'on ait des programmes par rapport au soutien aux familles, et certains républicains militent en faveur donc, de tels programmes. Donc, est-ce qu'il y aura des discussions ou est-ce qu'on va rester bloqué dans la polarisation et qui vont en fait entraver ces possibilités de voir des points communs entre les deux? C'est difficile à dire, et la question du budget que Vincent mentionnait aura beaucoup à faire dans ça, parce que de mettre en place ces programmes-là, ça implique d'accorder des budgets à ça. Et on sait que les républicains, sur la question de l'inflation, on est beaucoup plus... on vise beaucoup plus la réduction des budgets que d'investir dans des programmes sociaux. Donc, tout ça est avec un gros bémol. Ce sont des points sur lesquels on pourrait avoir des discussions, mais la question budgétaire et l'inflation pourraient entraver toute possibilité de discussion. Merci, Andréane. Victor, je te pose une dernière question avant qu'on passe à la politique étrangère. Je te pose une question sur... Bon, un des enjeux de ces élections-là, c'était l'avenir de la démocratie. Il y a beaucoup de... Bon, Biden a donné son dernier discours de campagne sur ce thème-là. S'il y a trop d'election deniers qui sont élus, ben, la démocratie américaine s'en va chez le diable, entre guillemets, dans le dallo. Donc là, tantôt, tu nous disais, il y a plusieurs de ces candidats républicains qui croient encore à la fraude électorale majeure de 2020, qui ont été élus. Mais curieusement, il y a beaucoup de ces election deniers qui ont accepter le résultat, leur sort, le résultat de l'élection mardi. Je pense notamment à Mehmet Oz, candidat sénatorial en Pennsylvanie. Kari Lake, dont on a parlé tantôt, on verra ce qu'elle dit. Peut-être qu'elle pourrait contester les résultats de l'élection. Mais il semble qu'il y avait peut-être un peu moins d'oxygène et d'appétit pour cette attitude-là cette année, après ce qu'on a vu suite à la contestation des résultats de 2020 par Trump, là, les événements du 6 janvier 2021 et tout ça. Est-ce que, selon toi, c'est un recul pour ces théories conspirationnistes? Est-ce que c'est signe que ça s'essouffle? Ou selon toi, on pourra encore assister à ça, peut-être dans les prochains jours, mais peut-être en vue de 2024 aussi? Est-ce que ces discours s'essoufflent? Je dirais oui et non. C'est-à-dire, je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte. Premièrement, il est encore très tôt. Ça fait même pas 48 heures que le scrutin est terminé. Moi, je dirais, généralement, là, si vous donnez un peu le temps à la poussière de retomber, surtout dans un contexte où est-ce que la vague rouge ne se concrétise pas et où est-ce que, même dans certains cas, vous avez des défaites républicaines qui étaient un petit peu annoncées, comme on pense par exemple à Doug Mastriano en Pennsylvanie, mais vous avez aussi des défaites républicaines qui sont choquantes, du moins pour le Parti républicain. On pense en ce moment au 3e district du Colorado, Lauren Boebert, qui est en très grande difficulté, qui risque de perdre à l'arraché. Si c'est pas Donc, vous l'avez peut-être vu, sinon vous pouvez aller voir sur Internet. Si ce n'est pas déjà fait, c'était très serré. Là, on parle d'une différence d'une centaine de votes entre elle et son adversaire démocrate. L'autre chose, je pense, qui est aussi un peu atténué, du moins dans les dernières heures, pourquoi il y a plusieurs candidats et candidates qui n'ont pas ouvertement contesté d'emblée le résultat électoral, c'est que depuis 2020, les républicains à tous les niveaux de gouvernement, ils ont un peu repris le contrôle du processus électoral. Donc, il y a eu soit des lois qui ont été votées, soit des personnes qui ont été mises en place pour s'assurer qu'il n'y ait pas de triche. Et donc, en ce moment, dans certains cas, si vous criez à la fraude, bien, c'est un peu se plaindre quand vous êtes l'arbitre. Donc, vous pouvez crier une faute, mais c'est vous, ultimement, qui a décrété les règlements, qui a décrété les paramètres de l'élection. Donc, ça devient un peu... ça atteint un peu votre crédibilité dans certains cas.
Ceci étant dit, moi, je pense vraiment que plus le temps va avancer, plus on risque de voir un développement similaire, peut-être un petit peu moins intense qu'en 2020, mais c'est quand même pas impossible parce que déjà, en ce moment, si vous êtes attentif dans les sphères un petit peu plus en marge sur Internet, le discours se fait déjà sentir, que ce soit sur des réseaux sociaux plus radicaux ou plus en marge. Moi, je pense que aussi, il faut pas perdre de vue ultimement que cette adhérence-là à des théories du complot, ou la croyance en que l'élection de 2020 a été volée ou que l'élection maintenant a été volée, on a un peu tendance à associer ça, c'est une mauvaise analyse du processus électoral qui est due à la lenteur de la chose. C'est-à-dire, on a beaucoup entendu parler que le fait que l'élection en 2020 avait pris tellement de temps à être décompté et que les résultats sortirent, c'est là que la germe, si vous voulez, de la pensée conspirationniste s'est installée. Il y a un certain mérite à cette analyse-là, mais je pense aussi qu'il ne faut pas perdre de vue que pour beaucoup de gens, pour beaucoup surtout des électeurs républicains, et là, vous me permettrez une expression jeune et branchée, mais c'est un problème de vibe check. C'est-à-dire que c'est surtout une question de sentiment puis de perception, ou est-ce que c'est pas nécessairement parce que vous faites une mauvaise analyse des résultats électoraux, du processus électoral, vous ne comprenez pas très bien, vous comprenez mal comment fonctionnent les élections aux États-Unis, mais c'est surtout, c'est une croyance qui s'instaure parce que vous percevez, vous avez une conviction profonde sur qui, au final, aux États-Unis, est quelqu'un qui est digne de légitimité sur le plan politique. Et c'est un peu, dans le fond, au final, si vous voulez faire un parallèle avec le mandat de Barack Obama, les 2 mandats de Barack Obama, le négationnisme électoral qu'on constate aujourd'hui, c'est un peu, en quelque sorte, la suite logique du mouvement des birthers. C'est-à-dire que cette fois-ci, à l'époque, du moins, on ne s'attaquait pas directement au processus électoral, que ce soit pour le compte des votes ou pour les machines qu'on utilise, mais on remettait en doute la validité de l'élection du premier président noir des États-Unis parce qu'on estimait que, ben non, ça ne se peut pas, c'est impossible, pas ici, et donc forcément, il doit y avoir eu une faute, il y a eu faux jeu, et donc, ben, la réponse qu'on trouve, c'est que ce n'est pas un citoyen, donc il n'avait pas le droit de se présenter aux États-Unis. Ce serait intéressant de voir où va le Parti républicain à partir de là, mais le Parti républicain était clairement à un tournant mardi. Ils auraient pu choisir beaucoup plus d'election deniers et Mehmet Oz, Doug Mastriano et autres auraient pu rafler un petit peu plus tout mardi soir. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Et il semble qu'il y ait beaucoup de républicains, ce serait intéressant de faire l'analyse, qui en fait ont choisi consciemment de ne pas voter pour ces candidatures-là. Il y a un phénomène dont on parlait moins en politique américaine dans les derniers cycles électoraux qui semble avoir été important cette année, puis c'est le phénomène du split ticket voting. Donc, des gens qui votent dans un État et à qui on donne le choix de plusieurs candidats républicains, mais qui ont parfois dit « je vote pour ce républicain modéré », mais pas pour ce républicain plus extrémiste à un autre poste important pour lequel on me demande de voter cette année. Si vous regardez, il y a des États comme au New Hampshire où on voit ça. Chris Sununu, le gouverneur plus modéré républicain, a gagné facilement. Don Bolduc, le candidat au Sénat plus extrémiste, un election denier, ne s'est pas imposé. Il a reçu beaucoup moins de votes que Sununu, le modéré. Alors, ce sont les gens qui ont dit « je vote Sununu, mais Bolduc, je ne veux rien savoir de lui ». Même chose en Pennsylvanie, je pense que c'est évident aussi. Mehmet Oz, qui est quand même un election denier, mais beaucoup moins extrémiste que Doug Mastriano, qui se présentait au poste de gouverneur. Bon, Oz a été plus compétitif. Il y a d'autres États comme ça où on voit que des électeurs républicains semblent avoir fait un choix conscient en étant lorsqu'on leur demandait de voter pour des plus modérés ou des plus extrémistes au sein du Parti républicain. Puis il y a une autre donnée intéressante qui me porte à croire que c'était peut-être un vote contre les extrémismes avec un S pour bien des gens ce soir-là, mardi, c'est que Biden est très impopulaire en ce moment. Il y a 42 % de gens qui l'appuient seulement. Trump, c'était la même chose avant les midterms de 2018. Obama, c'était la même chose avant les midterms de 2010. Mais quand on décortique le pourcentage de gens qui n'aiment pas Biden, il y a des gens qui disent
qui dit « Je suis plutôt insatisfait de sa performance. Je ne suis pas totalement insatisfait de sa performance, mais je suis plutôt insatisfait de sa performance. » Et parmi ces gens-là, qui représentaient 10 % du vote, il y a une majorité, il y a une pluralité, il y a 49 % il y a 49 % d'électeurs qui ont voté démocrate mardi. Donc, c'est comme s'il y a des gens qui disaient « J'aime pas Biden, mais ce qu'il y a de l'autre côté, c'est vraiment pas ce que je souhaite pour l'avenir de mon pays, l'avenir de la démocratie, même si je suis républicain. » Et ça, je pense que ça a permis à Biden de sauver la mise, aux démocrates aussi. Si on regarde ces chiffres-là pour Trump, ceux qui étaient plutôt insatisfaits de Trump en 2018 ont penché pour le Parti démocrate. Là, c'est un peu différent ce qui s'est passé et il semble qu'il y ait des gens qui soient un petit peu tannés de ces extrémismes-là. De l'extrémisme aussi, parfois, de la gauche démocrate aussi, les Bernie Sanders, Ocasio-Cortez et tout ça. On verra. Il y a encore du travail d'analyse à faire, mais c'est peut-être là où on peut se dire que le Parti républicain on doit se poser des questions pour la suite. Puis je pense qu'on va aborder ça tout à l'heure. Parlons de politique étrangère et de relations avec le Canada et le Québec. Politique étrangère, Vincent. Non, mais c'est un vaste chantier. Mais quels sont, disons, les principaux enjeux de politique étrangère à surveiller pour les 2 prochaines années, ou disons la première année de cette cohabitation politique, et comment la cohabitation politique à Washington pourrait affecter des politiques américaines à l'égard de l'Ukraine, à l'égard de l'Iran, ou des enjeux que tu surveilles? Eh bien, le Congrès est quand même un joueur important dans la politique étrangère américaine. Je te dis ça, puis je sais que je n'ai pas à te convaincre sur cette question. Tu as écrit une thèse de doctorat là-dessus, donc tu n'es pas à convaincre. Mais je veux convaincre les gens dans la salle qui ne sont pas convaincus que c'est un acteur important. Et si ce n'est que pour le fait que le Congrès peut mettre des bâtons dans les roues de la Maison-Blanche en ce qui a trait à la formulation et surtout au financement de la politique étrangère américaine. Je vais venir sur ce point-là dans quelques instants en ce qui a trait à l'appui américain à l'Ukraine, bien entendu, dans la guerre qui est menée avec la Russie. Mais dans l'immédiat, il y a aussi un enjeu qui risque de se poser pour la politique étrangère et d'autres dossiers. C'est le fait que les républicains, étant majoritaires à la Chambre des représentants, vont avoir le contrôle sur les très, très importantes commissions parlementaires. Ils vont pouvoir utiliser ces commissions comme des plateformes pour mener des enquêtes afin potentiellement d'embarrasser la Maison-Blanche de Biden ou de la forcer à rendre des comptes sur des dossiers chauds. Et dans le domaine de la politique étrangère, là, on s'attend déjà à une enquête sur le retrait bâclé des troupes américaines d'Afghanistan qui a eu lieu à l'été 2021. C'est un enjeu qui mérite effectivement d'être épluché. Il y avait eu déjà là, des comparutions du secrétaire d'État Tony Blinken, du secrétaire à la Défense Lloyd Austin, devant les commissions parlementaires contrôlées par les démocrates. Ils avaient été critiqués à l'automne 2021 sur ça, mais les républicains veulent creuser un peu plus loin. Et ils vont devoir faire un choix, en fait. Est-ce qu'ils vont effectivement utiliser à bon escient leur pouvoir d'enquête afin de faire la lumière sur ce qui est véritablement un échec objectif de la politique étrangère américaine? Ou vont-ils faire comme plusieurs de leurs collègues ont fait par le passé, et certains d'entre eux qui vont se retrouver encore une fois dans l'opportunité de le faire, utiliser le pouvoir d'enquête de la législature à des fins partisanes, ce qu'on appelle dans le jargon politique américain « the weaponization of oversight », donc utiliser le pouvoir de surveillance de l'exécutif comme une arme pour gagner des points politiques. On se rappelle, vous vous rappelez peut-être de l'enquête des républicains sur l'attentat contre le consulat de Benghazi, qui avait été un véritable cirque politique à la fin de la présidence de Barack Obama et qui visait essentiellement à délégitimer Hillary Clinton comme potentielle candidate démocrate en vue de la présidentielle de 2016. Donc, vont-ils faire le choix d'utiliser ça comme un peu un cirque? Ça reste à voir. Et sur d'autres dossiers aussi, sans parler de politique étrangère, on peut penser aux enquêtes qui seront peut-être lancées sur Hunter Biden, sur les affaires personnelles aussi de Joe Biden. Ça peut aller assez loin. Pour revenir à la question du financement, justement, le Congrès tient les cordons de la bourse et doit autoriser
de nouvelles portions importantes de l'aide américaine à l'Ukraine que veut débloquer M. Biden en tant que président. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait grand cas du fait que chez les républicains, il y a des sceptiques et il y a plusieurs élus qui disent que ça coûte trop cher, que l'appétit des Américains et des Américaines n'est pas là, surtout si une récession qu'on attend là, se manifeste. Kevin McCarthy, le pressenti speaker de la Chambre des représentants, disait ça. Il y a des gens qui sont allés plus loin. Marjorie Taylor Greene qui disait dès qu'on a le contrôle, on coupe, on arrête de donner de l'argent pour aider avec des armes ou avec de l'aide humanitaire l'Ukraine. Je pense qu'il faut nuancer un peu cette question-là. Chez les républicains, il y a effectivement des nationalistes trumpiens là, en termes de politique étrangère, des gens qui veulent... Favorables à la Russie. Exactement, aussi plutôt favorables à la Russie comme l'ancien président et qui ne veulent pas utiliser les fonds du Trésor américain justement pour aider des pays qui sont assez loin dans une guerre qui, selon eux, ne concerne pas vraiment les États-Unis. Mais il y a encore un bon... morceaux, là, si on veut, là, d'élus républicains qui sont des conservateurs internationalistes et qui appuient le fait que les États-Unis aident l'Ukraine à travers des armes et aussi de l'aide humanitaire. Et pour preuve, il y a eu 2 votes importants au printemps dernier. Une loi pré-bail qui a été adoptée avec une majorité écrasante à la Chambre des représentants, 417 élus de la Chambre des représentants, incluant plus d'une centaine de républicains qui se sont rangés derrière la proposition démocrate. Grosso modo, cette loi-là permet à la Maison-Blanche de prêter du matériel militaire ou de louer du matériel militaire pour une période de 5 ans, même plus que 5 ans, sans devoir repasser par le Congrès, soit à l'Ukraine ou aux alliés des Américains dans la région. Donc, même si on bloquait le budget, Biden pourrait continuer d'appuyer par d'autres moyens l'effort de guerre ukrainien. Et deuxième élément, les 40 milliards de dollars qui ont été débloqués par le Congrès au printemps dernier aussi ont été opposés par seulement 57 républicains à la Chambre des représentants. Donc, il y a quand même une majorité de la conférence républicaine à la Chambre qui ont appuyé ce vote. Donc, de penser que les républicains vont faire cesser l'appui américain à l'Ukraine, c'est un peu là, monter dans les rideaux trop rapidement. Faut nuancer cette question-là. Il n'en demeure pas moins qu'il va y avoir effectivement des choix à faire, des négociations importantes et qu'on devra peut-être faire des concessions. Et je vais terminer là-dessus. On avait vu le sénateur républicain Rand Paul du Kentucky demander à ce qu'on mette sur pied un processus de surveillance des dépenses qui sont faites avec les fonds débloqués par le Congrès pour aider l'Ukraine, qu'un inspecteur général soit mis en charge de tout ça. On l'avait beaucoup critiqué parce qu'on disait qu'il mettait des bâtons dans les roues, ralentissait la capacité de la Maison-Blanche à aider l'Ukraine qui se retrouve avec une guerre injuste. Et dans les faits, il faut quand même se dire que ce n'est pas une mauvaise idée de s'assurer que l'argent est bien dépensé et que les grandes compagnies du complexe militaro-industriel américain ne profitent pas trop de la situation. Donc, on doit rendre des comptes, qu'on surveille effectivement comment l'argent est dépensé. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Aussi, bien, si le Sénat reste démocrate, ça a des effets sur la politique étrangère dans une certaine mesure, parce que le Sénat, et seulement le Sénat, est responsable d'approuver les nominations présidentielles faites par Biden, s'il doit le faire, pour combler les postes de secrétaire d'État, secrétaire à la Défense, les divers secrétaires, dont ceux qui sont responsables de la politique étrangère américaine. Donc, ça se peut qu'il y ait du mouvement dans l'équipe Biden au cours des 2 prochaines années, on verra, mais Biden aura beaucoup plus de facilité à négocier ces choses-là avec un Sénat démocrate qu'avec un Sénat républicain. Et le Sénat est important aussi parce qu'il confirme les nominations pour combler des postes de juges fédéraux et de juges à la Cour suprême. Donc, si Biden a l'occasion de nommer, on verra, une ou un juge à la Cour suprême au cours des 2 prochaines années, il est préférable pour lui d'avoir un Sénat démocrate qu'un Sénat républicain. Canada-Québec, Mathilde, qu'est-ce que ces élections veulent dire pour nous? Avant qu'on parle de 2024, et je vais déjà inviter les gens à réfléchir à leurs questions si elles en ont, parce qu'on approche de la période de questions-réponses. Canada-Québec. Oui, Et on nous a posé la question sur Internet. Merci Françoise de m'avoir envoyé la question. Merci. OK, je vais, pour résumer un petit peu, au Canada, les élections de mi-mandat, elles nous affectent plus ou moins. C'est-à-dire que ça ne va pas être la fin des relations canado-américaines s'il y a un congrès républicain, que ce soit la Chambre des représentants, le Sénat ou les deux.
On a négocié des tonnes d'accords avec soit un congrès républicain, un congrès démocrate, une administration républicaine, une administration démocrate. Ça ne change pas grand-chose pour la conduite des relations diplomatiques. Mais ça met en avant certains enjeux, ces élections-là. Donc, par exemple, on pourrait penser à si la Chambre des représentants s'en va pour être républicaine. Donc, tout ce qui concerne l'Inflation Reduction Act que Biden veut faire passer, il y a un programme dedans de 369 milliards de dollars pour la lutte contre les changements climatiques et les énergies propres, avec notamment des incitatifs pour avoir recours à des énergies propres. Puis ça, Ottawa s'en inquiète un peu parce que ça pourrait faire baisser la compétitivité du Canada à ce niveau-là. Donc, Ottawa est en train de préparer un plan similaire en termes d'énergie propre. Mais c'est sûr que si on a un congrès qui devient républicain, il y a des chances que finalement, ce soit pas, on n'ait pas besoin d'aller aussi loin qu'on le voulait dans ces incitatifs-là du côté canadien. Donc ça, c'est un premier enjeu. Un second enjeu, évidemment, c'est les pipelines transfrontaliers. Donc, Keystone XL, on est quand même passé... à autre chose. C'est ça, on est passé à autre chose. Là, avec Biden à la Maison-Blanche, il n'y a pas de risque. Mais du côté du Michigan, il y a toujours la question de l'oléoduc d'Enbridge. Puis on a Gretchen Whitmer qui s'y opposait énormément. Donc il y avait un risque si elle perdait, c'était la candidate sortante au poste de gouverneur dans le Michigan, puis il y avait un risque si elle sortait, justement, on puisse remettre un petit peu de l'avant cette question-là. Elle a gagné, donc finalement c'est une bonne chose pour les environnementalistes. Pour les Canadiens qui souhaitaient voir Enbridge se concrétiser, c'est sûr que c'est peut-être c'est un petit peu plus négatif pour eux. Puis le Congrès a quand même un impact sur les relations canado-américaines. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, il y a un groupe bipartisan du Congrès qui a envoyé un rapport sur le programme Nexus. Je pense que tout le monde est familier avec Nexus. Parce que le Canada a un arriéré absolument hallucinant. Je pense qu'Andréane sait de quoi je parle sur le programme Nexus. Parce que tout simplement, le Canada refuse pour l'instant de réouvrir ces bureaux-là parce qu'il ne veut pas donner trop de pouvoir aux agents américains qui sont les agents douaniers américains en sol canadien. Donc il y a cet enjeu-là qui est discuté au Congrès. Et c'est vrai que si vous perdez les sièges des représentants de ce groupe bipartisan-là, ça peut faire un peu shifter la discussion de ce côté-là. Donc beaucoup d'enjeux. Pas beaucoup de risques de dégradation des relations diplomatiques, heureusement. Merci beaucoup, Andréane. On va parler... Mathilde, on ne dort pas beaucoup pendant la semaine électorale. Je vais mettre ça sur le dos du petit nombre d'heures que j'ai passé au lit depuis mardi. Merci, Mathilde. 2024, parce qu'on parle de l'effet des midterms de 2022 sur les relations canado-américaines. Mais la présidentielle de 2024 pourrait avoir des effets sur la relation canado-américaine également, surtout si un certain Donald Trump se présente à nouveau, gagne les primaires républicaines et se rapproche de la Maison-Blanche. On sait ce qu'il a dit à propos du Canada, comment il a traité le Canada sur certaines questions. Je vais faire un dernier petit tour de table, je pense, je vous pose à tous et toutes la question, que veulent dire ces résultats de mardi pour la présidentielle de 2024? Et on va y aller de réponses un petit peu plus courtes parce que je sais qu'il y a des gens aussi qui veulent poser des questions. Mais je lancerai peut-être Victor pour commencer, Andréane, et si Vincent et Mathilde veulent ajouter quelque chose, bienvenue de le faire. Donc, un peu plus court peut-être parce que je vois que le temps file. Oui, mais très rapidement, moi, je pense pour 2024, en fait, ce que 2022 nous montre un peu, c'est que le Trumpisme se porte bien quand c'est les questions des idées, mais quand les questions du style, ça ne va pas très bien. C'est-à-dire que prenez un succès comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a largement augmenté ses marges électorales lors du scrutin de mardi par rapport à 2018 et qui s'affirme de plus en plus comme un solide contender pour challenger Donald Trump lors des primaires républicaines qui peut-être s'annonceront. Mais sur le plan des idées, Ron DeSantis épouse un conservatisme qui est très similaire à celui de Donald Trump, c'est-à-dire que ce soit ses postures antimigratoires, ses différentes croisades morales qu'il lance, que ce soit contre Walt Disney ou, par exemple, le projet de loi Don't Say Gay qu'il a mis de l'avant.
Mais à l'inverse, des candidatures qui ressemblent à Trump sur le plan des idées, mais surtout sur le style. On pense à Doug Mastriano en Pennsylvanie, se sont fait dégommer sur le mardi dernier. Et pour cause, moi, clairement, tu parlais, Frédéric, là, de la question du négationnisme électoral. Je pense que ça motive la base républicaine, mais ça ne convainc pas beaucoup d'électeurs modérés et aussi ça galvanise la base démocrate de se présenter aux urnes. Forcément, quand vous adoptez ce style un peu de tête brûlée qui veut morceler petit à petit la démocratie américaine, je pense que vous mettez plus de votes à dos que vous réussissez à convaincre des gens de voter pour vous. Donc, des élections à la fin de la journée, ça reste une question de coalition électorale, donc ça n'est pas très gagnant. Je pense qu'on va, très rapidement, mais je pense que Donald Trump va annoncer sa candidature la semaine prochaine. En principe. Hein. Et si ce n'est qu'une très belle métaphore sur le climat politique républicain, il y a un ouragan qui frappe la Floride en ce moment même et le principal intéressé, Donald Trump, refusait de quitter Mar-a-Lago malgré la tempête floridienne qui s'abat sur lui. Donc, est-ce là un présage de ce qui nous attend? Tu as nommé Ron DeSantis, qui a connu une bonne soirée en Floride. Andréane, veux-tu nous dire quelques mots sur DeSantis ou sur d'autres candidats en vue de 2024? Moi, j'irais sur les démocrates. OK, vas-y. Oui, comme Victor a parlé des républicains, je vais aller de l'autre côté et je vois que tu es allé de tes propres prédictions, donc je pense que certains noms... Ce ne sont pas des prédictions, ce sont juste des noms. Des noms. Donc, certains noms se recoupent. Donc, du côté démocrate, c'est pas assuré non plus que Biden se représentera. Il a dit un peu plus tôt cette semaine qu'il prendrait sa décision en début d'année. Est-ce qu'il décidera de se représenter ou pas? Il y a quand même un très gros anniversaire qui s'en vient à la fin du mois de novembre pour Biden. Donc, est-ce que ça jouera dans la balance de se présenter ou pas? Est-ce que d'autres possibles candidatures pourraient aussi jouer dans sa réflexion? Les élections de mi-mandat ont aussi permis de voir certains noms revenir de façon plus sérieuse là, de qui pourrait remplacer Joe Biden s'il ne se présente pas. Gretchen Whitmer au Michigan et également dans l'État voisin donc de l'Illinois, le gouverneur Pritzker a remporté des comtés qui historiquement n'avaient pas été démocrates depuis plus de 100 ans. Donc on est allé gruger aussi dans des marges des républicains dans le Midwest, donc qui est une région qui est assez importante. Gavin Newsom en Californie qui a fait les manchettes là, qui était très présent sur la scène nationale également, a adouci certains de ses discours, notamment sur les enjeux de consommation de stupéfiants et sur les centres d'injection supervisés, a apposé son veto à un projet de loi qui allait en ce sens-là, qui est un projet qui est moins populaire à l'échelle nationale, plus populaire en Californie. Donc, est-ce qu'on regarde là, vers 2024 du côté de Gavin Newsom? Puisqu'il a été mentionné plus tôt, est-ce que Beto O'Rourke va finalement jeter la serviette ou est-ce qu'il reviendra dans l'arène en 2024? On ne le sait pas. Et s'il revient, sous quelle forme et dans quel contexte? Mais aussi, je laisserai la porte ouverte, et je vais terminer sur ça pour 2024, à qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochaines années. Parce que si Joe Biden ne se représente pas, il y a oui les noms qu'on connaît en ce moment, mais il y a également, est-ce que les élus démocrates en Pennsylvanie vont s'imposer sur la scène nationale? Est-ce qu'il y aura d'autres étoiles montantes? On l'a vu dans d'autres élections où certaines personnes étaient plus discrètes. Et lorsqu'on arrivait au moment des 2 dernières années avant les primaires, on avait des candidatures qui étaient moussées par certains événements plus spécifiques, pas nécessairement des candidatures qui ont été... Qui ont connu un succès, mais Kamala Harris, sa candidature à l'échelle nationale, c'est parce qu'il y a eu les audiences par rapport aux nominations à la Cour suprême. Donc, on ne sait pas quels seront les événements dans les 2 prochaines années. Et donc, est-ce qu'il y aura d'autres étoiles démocrates qui apparaîtront? Donc, ça demeure un enjeu à suivre, mais je pense que ça va être intéressant de voir quel sera l'avenir du Parti démocrate aussi à ce sujet-là. Et est-ce que c'est plus la partie plus extrême à gauche qui va avoir un candidat ou une candidate. Et un autre élément sur lequel je vous laisserai, c'est qu'actuellement, lorsqu'on regarde cette liste-là de non-démocrates, on voit que c'est essentiellement des hommes blancs. Et le Parti démocrate essaie d'aller chercher un électorat plus diversifié, mais au niveau de la machine électorale, on a peu de soutien ou de mise en valeur de candidatures de femmes ou de personnes non blanches. Donc, est-ce que dans les 2 prochaines années, ce sera des questions qui seront adressées par le Parti démocrate et est-ce qu'on aura d'autres noms, effectivement, à mentionner en ce sens-là? Merci beaucoup. Mathilde, Vincent, voulez-vous ajouter 2-3 petits mots là-dessus? Ou ça vous va?
Moi, j'ai juste envie de faire plaisir à Vincent et dire qu'en 2024, le Texas sera tout bleu. Ah ouais, hein? Oh boy. C'est une blague. Fais attention, c'est enregistré. Je voulais juste dire que si Joe Biden veut se représenter en 2024, et comme mon grand-père aime bien le dire, si Dieu le veut, Biden risque d'être candidat démocrate. Pour l'instant, il n'y a pas aspirante qui s'est imposé comme une alternative. Biden est un président qui a accompli énormément en 2 ans comparativement à ses prédécesseurs dans une époque très polarisée avec de très minces marges dans les 2 chambres du Congrès. Donc, ce serait fort surprenant de voir quelqu'un réussir à lui ravir la nomination. Et si jamais ce n'est pas dans ses plans, il faudrait qu'il commence à penser à l'annoncer rapidement. C'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même époque, mais rappelons-nous, par exemple, en 1968, quand Lyndon Johnson annonce à la fin mars 1968 qu'il ne se représente pas, ça ne donne pas beaucoup de temps pour les candidats de son parti de se faire connaître et de s'établir comme une alternative et comme un candidat crédible qui a une bonne traction en vue de la présidentielle. D'ailleurs, ça nuit aux démocrates à ce moment-là. Absolument. Merci beaucoup. On serait rendu à la période de questions-réponses. Est-ce que ça a été une bonne soirée pour Trump ou pas? Lui, il dira oui. D'ailleurs, je vous donne le temps d'aller au micro. D'ailleurs, le soir de l'élection, plusieurs faisaient remarquer qu'en Floride, Ron DeSantis avait gagné 60% du vote exprimé dans l'État, alors que Trump avait seulement gagné 51% du vote exprimé dans l'État en 2020. Donc, la marge entre les candidats était beaucoup plus petite lorsque Trump s'est présenté à la présidentielle en Floride que ce que DeSantis a réussi à la course au poste de gouverneur en Floride cette année. Donc, c'est clairement une vedette montante du Parti républicain, extrêmement populaire en Floride, qui est un État clé aussi des élections présidentielles. Et là, je vois Trump qui a tweeté aujourd'hui. Et il dit, attendez, là, en Floride, là, je veux vous dire quelque chose. En fait, j'ai eu 1,1 million de plus de votes que DeSantis en Floride. Moi, j'ai reçu 5,7 millions de votes et DeSantis en a seulement reçu 4,6 millions. Donc, lui, il parle de votes exprimés, non pas des marges entre les deux candidats. Mais vous voyez, la guéguerre est déjà partie entre Donald Trump et Ron DeSantis qui, dans les sondages en vue des primaires, c'est encore tôt, mais en vue des primaires républicaines de 2024, DeSantis est deuxième. Donc, Trump est à peu près à 50 d'appui pour le moment. On verra ce que les sondages au cours des prochaines semaines nous donnent, mais Trump est encore favori, mais DeSantis est clairement le deuxième nom et le principal autre nom, peut-être le seul autre nom dont on parle en ce moment avec sérieux. Mais les républicains devront se poser une question parce que si Trump se présente en 2024, c'est peut-être pas. En fait, la victoire est loin d'être garantie. Si on regarde les résultats électoraux, je dirais des élections depuis 2016. Trump, en 2016, a gagné une élection extrêmement serrée, mais a perdu au vote national. Il a eu moins de votes qu'Hillary Clinton et a gagné à l'arraché grâce à des gains par la peau des dents dans quelques États clés de l'élection. C'est vrai qu'il a gagné, mais ça a été une victoire assez difficile en 2016. 2018, c'est une défaite électorale pour Trump. 2020, c'est une défaite électorale pour Trump aussi. Et 2022, moi, je suis désolé, mais il y a beaucoup de républicains qui disent c'est peut-être le temps que Trump sorte de scène parce qu'il nous nuit. Habituellement, on aurait dû gagner une 60aine de sièges, une 40aine de sièges. Là, on en a peut-être gagné une 10aine. Dans un contexte où l'inflation est à son plus haut niveau en 40 ans, les Américains ont peur d'une récession. Biden est un des plus impopulaires depuis Truman, puis on ne gagne pas plus que ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a beaucoup de républicains qui disent que c'est peut-être la faute de Trump. Ce n'est pas un gagnant, c'est un perdant. Et même quand il joue les dictateurs et qu'il tente il va d'une tentative de coup d'État, comme ce qu'on a vu le 6 janvier 2021, il ne gagne pas non plus. Non, j'exagère, mais là, ça fait plusieurs défaites d'affilée pour Trump et il y a beaucoup de républicains qui commencent à dire c'est peut-être le temps qu'on passe à autre chose. Mais ce n'est pas facile de passer à autre chose parce que les partisans de Trump restent extrêmement motivés. Ils sont moins nombreux qu'avant, mais ils restent extrêmement motivés. Et il y a un peu d'hypocrisie de la part de plusieurs républicains qui étaient très contents que Trump se rende dans leurs États pendant ces élections de mi-mandat parce qu'il attire encore les foules. Et ça permettait à des candidats républicains de se faire connaître, de se faire voir par des foules plus imposantes que si Trump n'avait pas été dans le décor. Donc, ça va être très intéressant de voir ce que sera l'avenir du Parti républicain et du Parti démocrate aussi. Je termine là-dessus. Il y a un sondage qui illustrait qu'une majorité de démocrates maintenant estiment, même s'ils aiment beaucoup Biden,
qu'il est peut-être temps qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Donc, Biden, il pense également à ça, pense à son avenir. Il se voyait peut-être, disaient certains, comme le président d'un seul mandat. Là, en même temps, je pense qu'il est un des gagnants des élections de mi-mandat parce qu'il est un des présidents les plus impopulaires de l'histoire à perdre le moins de sièges lors des élections de mi-mandat. C'est quand même quelque chose. C'est assez historique de ce point de vue-là. Donc, il est en quelque sorte un des gagnants de cette élection-là, je pense, de ces midterms-là. Je vous laisse là-dessus. En vous remerciant d'avoir participé encore une fois à cette table ronde, j'espère qu'elle fut instructive, intéressante. J'espère que vous en savez un petit peu plus sur les raisons qui expliquent les résultats, les conséquences des résultats pour la société américaine, la politique étrangère des États-Unis et les conséquences de ça pour nous ici au Canada et au Québec. Je vous invite à suivre les travaux de notre équipe, l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci à Mathilde, Victor, Vincent, Andréane. Et avant de terminer, si vous voulez plus d'infos sur ce qu'on fait, sur nos recherches et tout ça, consultez notre site Internet au www.dandurand.uqam.ca. On a aussi un balado, si vous aimez écouter des balados en joguant, en marchant, en faisant la vaisselle, en regardant la télé. Des fois, on fait ça. Le balado de la chaire. Et on a d'autres activités à venir, dont celle du 2 décembre 2022 à 12h30 au DR 200, la conférence de clôture de notre série d'activités sur les midterms de 2022. On recevra un grand spécialiste de la politique américaine et je devrais dire, du déclin de la démocratie américaine, je peux m'exprimer ainsi. Et j'ai nommé Robert Lieberman, donc je vous invite à venir à cette conférence. Bon après-midi et merci à l'équipe qui nous aide à organiser ces événements. Marin Fortin-Bouteau, qui est notre chercheur boursier Marc Bourgie cette année et coordonnateur de l'Observatoire sur les États-Unis, et mon staff bien-aimé, Louis Collerette, directeur exécutif, Françoise Conéa, responsable des événements, et Ivana Potex, responsable des communications. Et merci à vous encore une fois. Je vous souhaite un bon après-midi.